Bonjour Jean-Jacques Korlianski, vous êtes directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine pour la Fondation Jean Jaurès. Alors cette élection présidentielle et ces élections législatives se tiennent dans un climat de violence dans le pays. En la matière, quel est le bilan du président Daniel Noboa, au pouvoir depuis 15 mois maintenant? Et est-ce que sa militarisation de la lutte contre le narcotrafic a déjà donné des résultats? Bon, alors comme vous venez de le dire, ça fait 15 mois qu'il est au gouvernement, donc il est difficile de tirer un bilan de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait. Alors la violence est restée à l'ordre du jour. Il y a eu pratiquement entre 600 et 700 assassinats au mois de janvier. L'Équateur, en 5 ans, est passé du niveau de calme et de contrôle de la violence et de la délinquance en Amérique latine. C'était un pays qui était tout à fait à l'écart de toutes ces choses-là qui se passaient en Colombie ou au Mexique et qui brutalement est devenu le plus dangereux d'Amérique latine avec plus ou moins 40 assassinats pour 100 000 habitants, grosso modo. Donc il est difficile en 15 mois de tirer d'avoir un jugement sur ce qu'a fait le président. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, depuis janvier de l'année dernière, il a mobilisé les forces armées. Alors, pour ceux qui l'auraient oublié, il y avait eu dans une chaîne télévision équatorienne une agression d'un groupe de délinquants qui avait pris en otage les journalistes, donc devant l'ensemble du pays. Ce sont des images qui étaient diffusées dans l'ensemble de l'Équateur, et donc les forces armées avaient été mobilisées, une sorte d'état de siège décrété, mais le président antérieur avait utilisé ces méthodes-là pendant une vingtaine de fois sans beaucoup de résultats, pour des raisons qui sont très compréhensibles. L'Équateur n'était pas préparé. Bon, c'est un pays qui était à l'écart de ces choses-là. Il n'y a pas de production de coca en Équateur. Donc, le pays avait ses problèmes, une instabilité chronique, mais c'était aussi un élément d'instabilité qui a permis la pénétration des groupes délinquants. La fin des conflits militaires avec les FARC en Colombie a déplacé également la violence. La Colombie au nord, le Pérou au sud, sont des pays producteurs de coca, et l'Équateur a des installations portuaires majeures. C'est le principal exportateur de bananes. Donc le président actuel a fait sa fortune, sa famille, dans l'exportation de bananes. Plus au nord, il y a le port de Manta, qui est un gros exportateur de poissons. Donc il y a des infrastructures portuaires. Le pays est dollarisé, donc le blanchiment d'argent est relativement facile. Donc tous ces facteurs ne peuvent pas être démantelés en 15 mois. Donc la violence est toujours au cœur des priorités des candidats en présence en Équateur, mais il y a d'autres enjeux. Oui, il y a Guayaquil également, troisième port marchand d'Amérique latine. Les ONG des droits humains, elles contestent l'efficacité de la militarisation du pays. Amnesty International dénonce la pratique de la torture en prison et des exécutions extrajudiciaires. Qu'en est-il? Oui, alors il y a eu un cas notamment qui a fait, dont on a beaucoup parlé au mois de décembre, au mois de janvier, 4 jeunes gens qui ont disparu, dont on a retrouvé les corps brûlés, apparemment par des unités militaires engagées dans la lutte contre le narcotrafic. Donc ce sont des modes des errements que l'on constate chaque fois que l'armée a été utilisée dans des problèmes de sécurité intérieure. On a retrouvé ça au Mexique, on a retrouvé ça en Colombie, donc on le retrouve naturellement en Équateur. Je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire, mais je disais qu'il y a également d'autres enjeux dans cette élection, si vous voulez qu'on en parle un petit peu. Daniel Noboa, sur le plan économique maintenant, il a décidé d'augmenter les droits de douane des produits importés du Mexique de 27%. Copiant Donald Trump. Quelle est son importance? Pourquoi cette décision? Alors là, c'est un des éléments intéressants de l'élection. C'est la première élection depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. Daniel Noboa a été invité à la prise de fonction de Donald Trump avec Javier Milei. Tout le monde a vu Javier Milei, qui est un personnage médiatique un peu hors du commun, mais il y avait également Daniel Noboa. D'autres présidents sont restés à l'extérieur. Le président du Paraguay est allé à Washington, il n'a pas été invité. À la cérémonie
resté extérieur à la cérémonie d'investiture. Il est resté dans les cérémonies secondaires, extérieures. Daniel Dubois était invité, probablement pour plusieurs raisons. Il a un profil qui se rapproche de celui de Donald Trump. C'est un homme d'affaires. Il est extérieur au monde de la politique. Il a fait une campagne en 2023, comme cette fois-ci, sans propositions très concrètes, sinon de parler effectivement de la lutte contre les délinquants, l'insécurité. Il les a d'ailleurs, comme Donald Trump, et avant Donald Trump, qualifiés de terroristes. Ce sont 22 groupes de délinquants équatoriens sont entrés dans la liste des organisations terroristes. Donc le Mexique également. Alors il faut dire aussi que dans sa tentative de montrer qu'il est un homme d'action, un homme qui agit, le président équatorien a violé l'ambassade, l'immunité diplomatique qui est accordée par la Convention de Vienne dans tous les pays du monde aux ambassades, où s'était réfugié un ancien vice-président Jorge Glass, du président Correa, donc qui a quitté le pouvoir en 2017, qui est accusé de corruption, qui est en Belgique actuellement. Et donc c'est un acte qui a été condamné par tout le monde, parce qu'il violait la Convention de Vienne, mais qui a renforcé son image d'homme d'action, qui est prêt à tout faire pour lutter contre la délinquance, et il considérait que George Glass était un délinquant parmi d'autres, et qui convenait que sa place n'était pas dans une ambassade, mais en prison. Donc le Mexique a rompu ses relations diplomatiques, et donc dans cette logique-là, il a augmenté les droits de douane sur les produits exportés au Mexique. La présidente mexicaine a dit pourquoi pas, je ne répondrai pas, ça représente 0,4% de nos échanges, mais ça se situe également dans la même lignée que ce que fait aux États-Unis Donald Trump. Donc c'est quelque part, cette élection, Donald Trump en est l'un des acteurs. Il est en coulisses. Est-ce que ça aura un effet sur le résultat? Donc il sera intéressant de voir ce soir ce qu'il s'est passé. Premier tour. Et il y a un autre élément aussi, si vous permettez. Alors, allez-y, quel est l'autre élément? C'est un face-à-face entre une candidate qui représente qui est Luisa González. Luisa González est la gauche qui a gagné en Amérique latine dans les années 2000-2010, les élections, et en face, un outsider, un homme d'affaires, qui est considéré par beaucoup d'électeurs, y compris modestes, comme un candidat qui finalement, comme en Argentine avec Milei ou comme Bukele au Salvador, est peut-être celui qu'il nous faut, parce que puisqu'il a de l'argent, il ne rentre pas en politique pour se faire une fortune, il l'a déjà. Et s'il s'est fait une fortune, c'est qu'il sait comment gagner de l'argent. Donc il pourrait le faire pour le pays. Et avec ce qu'il a fait à l'ambassade du Mexique, etc., donc il a montré aussi qu'il avait les moyens d'agir, les moyens de faire des choses. Et Luisa González... Quel est son programme? Quelles sont ses chances? Il n'y a pas vraiment de programme. Hein. Je veux dire, comment en 2023, il avait gagné en installant 500 000 personnages en carton le représentant hauteur nature dans tout le pays, en utilisant TikTok, en utilisant Instagram. C'est la même chose cette fois-ci, avec quand même la thématique de la sécurité. Et pour Luisa González, donc la candidate de gauche, est également dans la sécurité, mais dans le plan qu'elle a présenté, elle dit qu'il manque un volet social. Il faut assécher l'attraction financière qu'exercent les réseaux de trafiquants de drogue, et en particulier ceux qui viennent du Mexique, qui sont aujourd'hui donc présents en Équateur, le cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Génération. Il faut avoir une politique sociale la plus active possible. Ça avait fonctionné à l'époque du président Correa, où effectivement le taux d'homicide avait baissé à 6 pour 100 000. Oui, et vous parliez de Rafael Correa, qui était accusé de corruption. Il a quand même, Interpol a refusé 3 fois de suite. Interpol, je rappelle que c'est l'organisation internationale de police criminelle, qui a refusé 3 fois de suite la demande de diffusion rouge contre Rafael Correa. On sait qu'il vit actuellement en Belgique, l'ancien président équatorien, Rafael Correa. Est-ce qu'il joue encore un rôle aujourd'hui sur la scène politique équatorienne? Oui, c'est le problème de Luisa González. Elle n'arrive pas... Elle apparaît quelque part comme
la candidate qui se présente parce que Rafael Correa ne peut pas le faire. Un ancien ministre de Correa a dit si Luisa González est élu, Correa va pouvoir revenir, il va être amnistié. Donc ça renforce cette image qu'elle est la candidate de Rafael Correa, de son mouvement, ça c'est évident. Donc c'est un mouvement qui a encore beaucoup de soutien dans la population, dans les générations qui ont connu Rafael Correa comme président, mais il y a également des gens, notamment dans les catégories les plus aisées, mais aussi dans les populations d'origine indigène, qui ont eu des relations compliquées avec Rafael Correa et qui n'en veulent absolument pas. Donc, d'un côté, c'est positif pour elle, et de l'autre, c'est négatif. Alors, elle essaye de se faire sur YouTube, etc., un profil particulier, mais un profil particulier avec un arrière-plan, l'image de Correa. Donc, d'un côté, c'est positif, et de l'autre, il y a des éléments négatifs, ce qui fait que le résultat de l'élection, en dépit des sondages qui sont assez contradictoires, n'est pas garanti, ni pour l'un ni pour l'autre. On ne sait pas très bien qu'est-ce qui peut se passer et quelle est la crédibilité que l'on peut accorder au sondage, en sachant que Noboa avait été élu en 2023 contre les sondages. Dernière question, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une collaboration entre l'Équateur et le Mexique dans la lutte contre les cartels de la drogue ? Aujourd'hui, non. Les relations sont rompues entre les deux pays après l'assaut de l'ambassade du Mexique par la police équatorienne. Alors après, si Luisa González est élue, oui, certainement, puisqu'elle est dans la même famille progressiste que la présidente Sheinbaum au Mexique. Merci beaucoup, Jean-Jacques Orlianski, pour votre décryptage de la situation politique en Équateur. Merci.